Salut tout le monde, c'est Anthony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais avoir le privilège d'interviewer monsieur Gilles Grimm, investisseur immobilier depuis la fin des années 80, donc début 90, la charnière 80-90. Donc tout d'abord, un grand merci à vous pour avoir accepté cette interview. Personnellement, ça fait des années que je vous connaissais à travers notamment un reportage sur Capital il y a plus de 15 ans maintenant, je crois que c'était au début des années 2000. Ouais, c'est ça. 2002, donc ça fait déjà un petit moment. Donc vraiment un grand merci à vous. Première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours en termes de nombre d'appartements que vous avez achetés durant votre carrière? Je sais qu'il y a eu un grand nombre, donc difficile d'avoir un nombre précis je pense, mais grosso modo, combien vous avez acheté d'appartements depuis vos débuts? Alors le nombre reste secret. C'est Très peut-être pour entretenir la légende aussi, mais c'est par plusieurs centaines d'appartements que j'ai investis, que j'ai achetés entre 1989 et on va dire, j'ai arrêté il y a 5 ans en fait d'investir où je gère maintenant l'arbitrage de mon patrimoine, car ils sont pratiquement tous payés. Je suis arrivé à terme de ce que je voulais. Donc aujourd'hui j'arbitre différemment, etc. Donc j'ai commencé en 89. L'objectif au début c'était d'en avoir 5 ou 6. C'était largement suffisant pour moi. Seulement quand j'en ai eu 6, je me suis dit un chiffre rond. C'est combien? C'est 10. Oui. Je suis allé à 10 et ça a fonctionné. Je me suis un petit peu reposé pendant un mois ou deux parce que j'ai plus peur à ce moment-là, vraiment. Ça dépassait un petit peu mon adaptation intellectuelle, on va dire, ou mentale. Et au bout de 2-3 mois, je me suis remise en question. Je me suis dit non, mais c'est possible, je vais continuer. Il y a d'autres banques, il n'y en a pas qu'une, c'était la BNP, le Crédit Lyonnais. Mais il y en avait d'autres. Donc je suis allé voir les autres et avec surprise, ceux-ci ont accepté mes nouveaux dossiers. J'ai changé de métier, j'ai eu un bon salaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai investi. Je me suis dit, je me mets un taquet à 20. Et quand j'en ai eu 20, je vais à 30. 30, je me dis là 50. Allez hop, on essaye. Et ça a fonctionné. 50, 80, 100. 100 déjà, c'était le chiffre rond. Là, je me suis arrêté, j'ai pris quelques vacances. Et là, je me suis dit, maintenant, je vais aller dans les immeubles. Les immeubles, c'est pas comme les appartements, c'est le Graal. Au lieu d'acheter un appartement, j'achète un immeuble. Mais dans un immeuble, il y a 30 ou 40 apparts. Donc, j'en ai acheté 23, comme ça. Et vous calculez, ça fait déjà beaucoup, plusieurs centaines, du coup. Et ainsi de suite. Des immeubles, il y en avait 15, il y en avait 20, il y en avait 40. Et après, j'ai racheté des petits lots, etc. J'ai continué. Donc ce que je savais faire, et je suis devenu vraiment très spécialisé dans ce parcours immobilier où j'ai pu acquérir, donc je le disais tout à l'heure, plusieurs centaines d'appartements. Voilà. D'accord. Par rapport à ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez quand même attendu un certain temps avant de basculer sur des immeubles, sur l'achat d'immeubles. Vous avez commencé par acheter des appartements, donc il y a un certain délai avant de passer à l'achat d'immeubles. Je dis par rapport à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être tentées d'acheter directement un immeuble. Je fais référence à une de vos vidéos récemment où vous expliquez qu'il faut quand même de l'expérience avant de basculer sur un achat d'immeuble parce que ça n'implique pas les mêmes choses à prendre en compte. Donc c'est vraiment ce que j'aime dans votre parcours, c'est d'avoir pris ce temps avant d'arriver à l'achat d'immeuble et finalement avoir passé plusieurs étapes successives, comme vous le dites très bien, sur le mental. Parce que c'est pas forcément évident à un moment donné de se dire j'en ai 10, j'en ai 20, au niveau de la charge mentale, je pense que ça n'a pas dû être évident au début. Pour répondre à cette interrogation, il faut savoir que moi j'étais un fonctionnaire. Donc j'ai réagi comme un fonctionnaire. Un fonctionnaire, je suis désolé, pour ceux qui le sont, ça a un petit peu peur de l'avenir. On veut sécuriser son avenir. Moi déjà, avec une centaine d'appartements, le fonctionnariat avait plus que bien fonctionné à ce niveau-là. Mais j'ai fait des investissements de fonctionnaires. J'ai toujours acheté le même modèle, le même genre de studio que dans Paris, même endroit pratiquement, 18e, 19e, 20e, même type de travaux. J'ai pas trop changé le système. Et à un certain moment, je me suis dit, ce serait bien d'investir dans les immeubles. Mais j'avais peur. Parce que je m'étais aperçu très rapidement que quand j'avais un petit lot dans une grande copropriété, j'avais très peu de millièmes. S'il y avait une toiture, un ravalement, je payais 500 € par mois, 2 fois rien, et je valorisais l'appartement. Mais si j'avais un immeuble à moi tout seul, je me retrouvais avec une toiture, un ravalement. Si j'avais mal pensé dès le début cet investissement-là, je partais dans des frais complètement incroyables, Et je pouvais carrément pas être ruiné, mais rater ce que j'avais prévu, Et donc j'ai appris sur le terrain et un jour je me suis lancé. Et il se trouve que le premier immeuble que j'ai acheté à Saint-Ouen, il n'y avait que 6 appartements, c'est modeste, mais ça a bien fonctionné. J'ai tout de suite vu les inconvénients, le plus, le moins.
Et cet immeuble, je l'ai encore d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, deuxième, troisième immeuble, j'ai donc amélioré mes techniques visuelles pour voir, sentir, comprendre qu'est-ce qui allait se passer dans l'immeuble. J'ai appris tout sur les maçonneries, les différents types de façades, les différents types de fissures, comment ça fonctionnait, le terrain meuble, le pas meuble, des carrières en dessous ou pas, l'humidité, les termites pour maintenant par exemple, les bois qui sont fragilisés par les insectes xylophages. J'ai tout appris sur place, je me suis déplacé, j'ai tout appris moi-même. J'ai pas pris de cours, j'ai pris des livres tout simplement et je suis allé sur place visiter plein d'immeubles et j'en ai acheté beaucoup aussi au passage quand j'avais un immeuble qui était sain. Donc je n'ai pris que des immeubles qui étaient sains ou dans lesquels j'étais sûr qu'il n'y aurait pas des problématiques plus tard de gros travaux. Par contre, pour ce qui est des immeubles où il y avait des réhabilitations intérieures à faire, c'est-à-dire ce que je savais faire, faire une rénovation, je sais le faire. Eh bien ceux-là, je les ai pris, même s'il y avait 20 ou 25 appartements entièrement à refaire, ça ne me faisait pas peur avec une cage d'escalier facile. Vous le savez tous, vous qui investissez, c'est exactement la même chose. Les travaux dans l'appartement, c'est une salle de bain, une cuisine, l'électricité, entoilage, peinture, sol, fenêtre double vitrage et porte d'entrée. Voilà. En gros, c'est ça. Sans oublier les aérations. Je suis bien d'accord. Question suivante, par rapport à la prospection, quelle est selon vous la meilleure méthode de prospection? Je rebondis sur une vidéo que j'ai vue récemment de vous, dans laquelle vous parliez un petit peu de votre façon de fonctionner par rapport à la prospection, qui se détache un petit peu de tout ce qui est sur Internet, parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on a plutôt tendance à se cacher derrière un écran, c'est en tout cas ma vision des choses, et on rate, je pense, beaucoup de bonnes affaires qui peuvent se déclencher avec le simple fait de discuter avec des personnes d'un voisinage, de rentrer dans les immeubles, rentrer dans des bâtiments. C'est exactement ce que vous disiez. Donc, quelle est selon vous la meilleure technique de prospection? Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir en arrière. Quand moi j'ai commencé dans l'immobilier, il n'y avait pas d'internet. Donc j'étais bien obligé de prospecter par moi-même. Et je n'ai appris que ça, en fait. Donc j'ai mis au point des techniques de prospection individuelles, rien que pour moi, quelque part, sans passer par internet ou sans aller chez tous les agents immobiliers, par exemple, mais en allant donc dans des principes de prospection un peu off-market. D'accord. Comment? Par exemple, regardez qui est syndic d'un immeuble, lui téléphoner à lui. Un marchand de biens qui a tout vendu et presque, et il lui reste que les mauvais appartements. Mais pour moi, rien n'est mauvais. Du moment qu'on fait une décoration adéquate, par exemple, j'achetais des appartements très sombres, je faisais des fausses fenêtres avec une vue sur tout Paris comme si on était au 7e étage, je mettais même des rideaux, ça me coûtait 200 € en gros et je me retrouvais avec un appartement au 7e étage alors qu'il était au rez-de-chaussée, en gros visuellement, et j'améliorais de cette manière-là. En allant également voir des administrateurs judiciaires avec des faillites également, en allant voir les concierges, en pénétrant dans les immeubles, en regardant les boîtes aux lettres qui étaient vides et en montant carrément frapper aux portes. Bonjour, c'est ici qu'il y a un appartement qui est vide, alors je ne savais même pas s'il y en avait un. Et je suis tombé en premier à chaque fois donc, sur des appartements qui n'étaient pas prospectés par les autres, par les professionnels notamment. D'accord. Qui eux ont des vitrines et attendent qu'elle soit le client qui rentre dans l'agence immobilière, leur apporter un bien. Moi je n'attends pas, je vais au-devant du client. Et ça a été ma technique et c'est pour ça que je fais ce type de vidéo où j'apprends aux gens de revenir un petit peu en arrière et de refaire des prospections sur des bases beaucoup plus originales pour être le premier, parce qu'aujourd'hui, si vous répondez à une annonce internet, figurez-vous que vous n'êtes pas le premier à répondre. Il y en a 200 qui répondent, surtout si elle est bonne. Qui va être le premier à visiter, à dire oui? Vous? Est-ce que vous avez du temps de libre pour vous déplacer à la bonne heure? Oui? Non? Et bien dans 90%, non. Vous n'avez pas ce temps de libre et ce ne sera pas vous le premier. Et bien moi, avec ma technique, je suis le premier. Et l'intérêt, je vais dire en plus, c'est que ça permet de déterminer là où on veut acheter. Je ne suis pas dans une recherche où je vais chercher une petite annonce et dire ah bah tiens, il y a un truc à vendre à cet endroit-là, un autre. Non, non, non. Je détermine mon quartier. Je détermine ma rue. Si je veux acheter avenue Mozart à Paris, je vais dans la rue Mozart, avenue Mozart, et je vais trouver un bien immobilier là-bas. Voilà. C'est comme ça. C'est comme cet appartement-là qui est au dernier étage avec un immense jardin et une piscine. Je voulais ça. Il n'y en a pas. C'est introuvable. Eh bien, j'ai cherché dans la rue qui m'intéressait et j'ai trouvé l'appartement dans la rue qui m'intéressait exactement. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Quand je veux un bien immobilier, j'ai voulu prospecter dernièrement dans le 16e. Je rêvais d'avoir un appartement rue de Longchamp. Je suis allé rue de Longchamp et j'ai trouvé l'appartement. Ben, c'est vraiment excellent parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Et je suis bien d'accord quand vous parlez de retour en arrière, parce qu'aujourd'hui on a tellement d'outils à disposition qu'on en oublie peut-être l'essentiel, finalement, d'aller directement sur le terrain. Et comme vous le dites, d'aller vraiment chercher par soi-même, d'aller dans le quartier où on a décidé de trouver un appartement et de vraiment faire des choses que peu de gens font en fait. Absolument. Aujourd'hui, on a affaire à peut-être la facilité, mais ce n'est pas la facilité pour soi, c'est la facilité pour les agents immobiliers qui vendent. C'est ça. Tout simplement. Et qui vont dispatcher un bien immobilier sur loger.com par exemple, ProAppart ou Trovit ou d'autres, et il y a 10 000 personnes ou 1000 personnes qui vont la lire, il y en a 150 qui vont téléphoner, il y en a 15 qui vont pouvoir se déplacer, et en fait, il n'y en aura qu'un qui achètera. Eh bien, s'il doit y en avoir un qui achète, ce sera moi. D'accord. Question suivante, que pensez-vous en fait des effets de mode dans l'immobilier, donc notamment tout ce qui a été location courte durée, la colocation. Donc on peut considérer que ça a été des effets de mode parce que énormément de personnes se sont lancées sur ce type d'exploitation. Moi le premier parce que j'ai 2 appartements en colocation. Avec le recul, j'ai l'impression parfois d'avoir succombé à certains effets de mode et j'ai peut-être l'impression d'être passé à côté de l'essentiel. Donc je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à ça. Ce que vous pensez des effets de mode. Alors, il y a plus qu'un effet de mode, il faut aller beaucoup plus loin dans le système. Les gens qui investissent aujourd'hui veulent investir pour avoir, c'est le mot magique que j'ai découvert il y a quelque temps, son indépendance financière. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance financière ? Eh bien, pour beaucoup de personnes, je me suis aperçu que l'indépendance financière, ça voulait dire qu'ils gagneraient autant dans l'immobilier qu'ils gagnent actuellement avec leur travail. Donc, ils pourraient arrêter de travailler, ils auraient le même revenu et ce serait bien dans ces cas-là. Pour moi, l'indépendance financière va au-delà de ça. Quand on investit dans du meublé, dans de la colocation, on gagne beaucoup plus d'argent tout de suite, donc on acquiert son indépendance financière beaucoup plus rapidement. Mais si on fait des choses régulières, simples, on a beaucoup plus de biens et en finale, on est beaucoup plus gagnant. N'oubliez jamais que le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. Et c'est comme ça que j'ai travaillé mes investissements. C'est toujours le même type d'investissement qui va se louer 3 ans, 4 ans, 5 ans à la même personne, peut-être 2 fois moins, mais elle restera 3 fois plus longtemps, j'aurai 3 fois moins de frais également en finale. Je paierai peut-être aussi moins d'impôts aussi en finale parce que je vais être obligé de réinvestir pour faire des travaux, pour gommer l'incidence fiscale et je vais donc m'enrichir encore plus et au lieu d'avoir en colocation 15 appartements qui fonctionnent, en libre, j'en aurai 100 qui fonctionnera. Et quand vous faites le prix des loyers de 100 et le prix des loyers de vente de 100, c'est pas tout à fait le même prix en finale. Donc, ce que je conseille, c'est la régularité. Alors, question suivante, qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Comment avez-vous vécu les différentes crises ? Donc, je pense notamment à tout ce qui est période au niveau de la guerre du Golfe, la crise de 2008. Comment avez-vous vécu ces périodes-là par rapport à votre façon d'investir ? J'adore les crises. On dit qu'il faut vendre au son du canon et acheter au son du violon. Moi, j'adore le son du violon. Et les crises, pour moi, je les attends. Je les attends car je ne change pas mon mode ni de vie, ni d'investissement. En pleine crise, je fais la même chose et je continue, comme je le disais tout à l'heure, la ligne droite entre 2 points, c'est vraiment le chemin le plus court et c'est la vérité. Je continue quoi qu'il arrive. De toute façon, quand je vais prospecter, on parlait de la prospection, qu'il pleuve, qu'il fasse des orages ou qu'il y ait du soleil, je continue à prospecter de la même manière. C'est exactement au niveau des crises. Pour moi, les crises passent et se renouvellent de temps en temps, mais moi je suis toujours là et je continue donc ma ligne de conduite, toujours la même. Si bien que dans les périodes de crise, il y a moins de candidats qui cherchent des appartements, donc il y a plus d'appartements à vendre, donc j'ai plus de chances d'en trouver, du coup j'y gagne encore plus. En période de crise, il y a moins de candidats qui achètent, donc les banques n'ont pas atteint leur objectif, il faut qu'elles prêtent, eh bien je suis là. Moi d'ailleurs j'ai un leitmotiv, c'est prendre d'abord, réfléchir ensuite. Donc j'accepte tout et ensuite je réfléchis à la faisabilité.
Je trouve que c'est un excellent état d'esprit parce que c'est encore une fois quelque chose qui se démarque de la moyenne des états d'esprit de la plupart des personnes qui en période de crise ont tendance à avoir peur d'investir ou qui ont tendance à se persuader que de toute façon ils ne pourront pas investir. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tout à fait en train de négliger la crise. Par contre, on garde sa ligne de conduite. C'est pour ça que j'adore ce type de message que vous transmettez pour vraiment faire comprendre à quel point, comme vous le dites très bien, la ligne droite, quand on a décidé d'avoir un objectif en tête, on n'essaie pas d'en dévier, peu importe ce qui se passe, on reste régulier. Absolument, mais il y a aussi une autre chose pour les crises. Les crises, ça se sent. Ça n'arrive pas, c'est pas une guerre, pas une bombe atomique qui tombe sur une ville. Ça se dessine, ça se sent 6 mois, 1 an à l'avance. Donc moi, quand il y a eu des crises, j'ai un peu vendu l'immobilier avant la crise. Ce qui m'a permis d'avoir de l'argent, ce qu'on appellera du cash flow, en termes techniques, pour pouvoir réinvestir pendant la crise en achetant beaucoup moins cher, du coup. Au sujet des candidats locataires, aucun problème. Comme j'ai investi dans un secteur, Paris et la région parisienne, où il y a 15 millions d'habitants, et moi il me faut un seul locataire, je vais bien le trouver, d'ailleurs si je ne le trouve pas, j'arrête tout de suite d'investir, c'est même plus la peine. Donc, facile, pour moi je trouve ça facile, on va dire, voilà. Et ma technique est la bonne, je pense, parce que, en fait, elle a payé. Et j'en ai le résultat aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai qu'on a le recul, finalement vous avez le recul de maintenant 30 ans. Donc c'est pour ça que c'était une question qui me tenait à cœur de savoir comment vous aviez vécu ces périodes-là, parce que vous n'avez pas la même vision que quelqu'un qui investit depuis 3-4 ans, comme moi, parce que je commence à investir depuis beaucoup moins de temps que vous. Je sais exactement où j'en suis, je sais également qui sont les personnes au-dessus de moi, c'est pour ça que c'est des questions qui sont très très importantes. Et d'avoir cette vision-là, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, on ne peut pas avoir cette vision à mon âge. On ne peut pas avoir la même vision que quelqu'un de votre âge qui a investi depuis 30 ans. Absolument. Et là, en ce moment, en plein Covid, par exemple, moi qui n'investis plus du tout, eh bien si, là j'ai réinvesti. Je suis reparti à la chasse pour 2 raisons. 1, parce que j'aime bien me promener, ça me fait mes 7 km par jour, un peu de sport dans Paris. 2, parce que je vais trouver des affaires off-market que je vais pouvoir revendre. D'ailleurs, il y a des vidéos qui vont sortir bientôt là-dessus où je gagne carrément 50 000 € en 2 mois, c'est énorme. Et sur des achats d'appartements off-market. Et 3, je suis en train de voir pour faire un livre sur les façades d'immeubles. À Paris, il y a des façades phénoménales. Donc ça me permet de me balader, de prendre des rendez-vous pour des ventes que je peux trouver, de questionner les marchands dans les pieds d'immeubles, je fais tous les commerçants les uns après les autres, de prendre des photos des très très beaux immeubles pour faire un bouquin sur les façades d'immeubles en même temps. Comme ça, je joins l'utile à l'agréable. Alors on attaque maintenant la partie un peu plus mentale par rapport à votre parcours d'investisseur. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les plus gros sacrifices que vous avez faits tout au long de votre parcours ? Il y a eu des sacrifices, certains. Pour réussir, j'avais décidé une chose, je ne changerai pas mon train de vie. Et il est arrivé un certain moment où j'ai eu des charges à payer qui étaient importantes, et le plus gros sacrifice, c'est que je n'ai pas pu manger, on va dire, pas à ma faim, mais ce que je voulais. Aller dans des bons restaurants, par exemple, pouvoir m'offrir un restaurant à l'époque au-dessus par exemple de 25 ou 30 €, c'était trop cher pour moi. Mais j'ai de la chance. Je me suis nourri au sandwich grec. Et dans la chance que j'ai, c'est que j'adore les sandwichs grecs et j'adore les frites. Donc ça tombait bien, parce qu'en fait, je n'ai aucun regret, parce que pour moi, c'était l'idéal à ce moment-là. Et ça a été un des sacrifices que j'ai fait. Le deuxième sacrifice, c'est que pour pouvoir monter en gamme, j'ai décidé de ne pas prendre trop de vacances à un certain moment. Et il m'est arrivé de ne pas partir pendant 5 ans. Même pas un mois de vacances, ni 15 jours, ni une semaine. Pour pouvoir continuer. Mais à ce moment-là, j'ai acheté une centaine d'appartements dans les 5 ans-là. Donc ça valait le coup. Le sacrifice valait le coup. D'accord. C'est vraiment une notion importante parce que souvent, encore plus aujourd'hui, on a tendance à nous présenter l'immobilier comme quelque chose de facile, que tout le monde peut faire, qui se passe toujours très bien. Et on occulte, en tout cas c'est ma vision des choses, on occulte souvent la partie des sacrifices, et vous l'expliquez très bien. À mon niveau j'ai aussi des sacrifices, mais vous en avez connu beaucoup plus que moi. Et quand on voit votre réussite aujourd'hui, ça permet de mettre de la profondeur par rapport à ces sacrifices-là, parce qu'on voit jusqu'où ça vous a emmené, mais on voit que c'est surtout grâce à ça que vous avez réussi à avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Totalement, mais ce n'est pas que grâce à ça, c'est grâce à mon éducation militaire également, dans lequel j'ai eu des sacrifices à longueur de mois, où je travaillais 90 à 120 heures par semaine. Donc j'étais déjà apte
à pouvoir assimiler ce type de sacrifice. Et je n'avais pas peur de la douleur, pas peur de l'effort et pas peur d'avancer, quoi. Par rapport à ça, je fais la transition avec une question que j'avais par la suite. Quelles ont été selon vous les plus grosses qualités qui vous ont servi tout au long de ce parcours? Là on peut parler de la notion de rigueur, parce que vous avez eu cette rigueur qui vous a été enseignée par le parcours militaire, on va dire. Quelles ont été les autres qualités qui vous ont servi au long de votre parcours? Alors, pour pouvoir être actif sur le long terme, c'est vrai qu'il faut quelques qualités. Et déjà, c'est la précision. C'est d'être à l'heure à ses rendez-vous. C'est la politesse. C'est d'avoir le sourire. C'est la ponctualité. C'est la régularité également. La spontanéité avec les gens. Il faut dire la vérité, il ne faut pas s'inventer des choses. Ouais. Également. C'est la faisabilité des choses. C'est l'objectivité. C'est la mesure également des choses. Tout ça, il faut en prendre conscience et le mettre en œuvre. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde peut faire ce genre de parcours? Par rapport aux qualités que chaque personne possède, est-ce que vraiment on pourrait dire que chaque personne pourrait suivre votre parcours? Il y a des gens qui sont adaptés, qui peuvent le faire, il y en a d'autres qui ne seront jamais adaptés parce que leur éducation politique, quelquefois également, parentale aussi, les empêche de voir plus en avant. Et ils ont comme une peur de l'argent, voire un défi envers eux-mêmes où ils se disent « moi je ne veux pas gagner d'argent comme ça ne m'intéresse pas ». Et ils restent campés sur leur position. Et des gens comme ça existe. Pas vous qui m'écoutez, parce que sinon vous ne m'écouteriez pas, mais ça existe également. D'un autre côté, il y a des gens qui sont actifs, qui veulent réussir, qui n'ont rien, qui veulent tout. Et là, ceux-là vont exploser. Mais il y en a un peu pour tous les goûts, en fait. Et ça, il faut le respecter. Dernièrement, j'ai eu une personne qui a posté un post sur Internet qui me disait « Ce que vous faites, c'est bien, Monsieur Grimm, mais moi, vous voyez, dans ma situation, ce que je préfère, c'est boulot, dodo, comment on dit, transport, boulot, dodo. » C'est ça. En gros. Et moi, je lui ai répondu « Mais monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous vous sentez bien dans votre peau comme ça, restez comme ça. Ce sera parfait. » C'est tout. D'accord. C'est une question d'aptitude, de ce que l'on veut faire, d'envie également, et d'être en accord avec soi-même. Je suis bien d'accord, c'est un discours de vérité finalement, parce que j'insiste là-dessus, c'est pas le discours qu'on entend tout le temps aujourd'hui, même sur Internet, où on a tendance à faire croire à tout le monde que tout le monde peut y arriver. Vous l'avez très bien caractérisé. Il y a des personnes qui ne sont juste pas, on va dire, calibrées pour partir sur ces domaines-là. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent vraiment avoir un gros succès dans ces domaines-là, mais il faut en avoir conscience. Et je suis d'accord quand vous dites qu'il faut être en accord avec soi-même pour qu'à un moment donné, on ne sente pas un conflit entre ce qu'on est à l'intérieur de soi et ce qu'on essaie de faire transparaître dans ce qu'on fait au quotidien. Totalement. Il y a une chose aussi importante à prendre en compte. Il ne faut pas le faire pour montrer aux autres. Je dis toujours que quand on investit dans l'immobilier, il ne faut même pas en parler. Même moi, mes parents n'étaient même pas au courant. Je ne leur avais pas dit, ils m'ont découvert à la télé. Comme ça, pas d'histoire. Il n'y a pas d'avocat du diable, il n'y a rien du tout, il n'y a personne pour me ralentir. Je suis dans le challenge, je reste dans le challenge, mais je reste seul. C'est un peu égoïste, c'est vrai, de ne pas partager ce que l'on fait. Mais en pleine montée comme ça, vaut mieux être discret et avancer tous les jours un petit peu plus, sans avoir des gens qui peuvent être un peu des avocats du diable et polluer votre état d'esprit. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ce qui arrive souvent. Et regardez autour de vous, vous verrez que c'est comme ça que ça se passe. Quelles ont été les pires expériences sur votre parcours d'investisseur immobilier? Parcours de 30 ans. Les pires expériences, ça a été la défiance et le manque de confiance qui s'est fait parce que moi, j'ai fait confiance. Par exemple, on m'a demandé autour de moi de louer un appartement pour rendre service, que si, que ça, qu'il n'y aurait pas de problème, et si. Je l'ai fait, avec le cœur. Et ça s'est retourné contre moi. Et croyez-moi, que ça se retourne contre vous, c'est pas un problème. Le problème, c'est la moralité de l'histoire. Et c'est le manque de confiance que vous avez
ensuite envers la personne que vous regardez et qui vous parle et qui va dire moi ci, moi ça et je jure et je fais ci et je fais ça et en fait vous vous rendez compte qu'il fera rien du tout et que c'est que du poni mensonge. Et ça c'est vraiment triste pour moi parce que je suis quelqu'un de franc du collier et ça m'a toujours attristé d'avoir ce manque de confiance qui arrive et qui va vous arriver sans doute aussi et ben écoute on tombe de haut à un certain moment. C'est pas marrant. C'est un phénomène qui a été partagé par plein de personnes qui ont rencontré du succès. C'est vrai que je pense, à mon humble avis, que ça a tendance à forger aussi le caractère parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut plus, quand vous disiez tout à l'heure, on fait les choses dans son coin au début parce que finalement, on se met à des garde-fous pour éviter ce genre de situation. Totalement, on devient beaucoup plus strict envers les autres comme envers soi-même. On paraît pour quelqu'un de dur, ce que vous disiez tout à l'heure, des fois on a un discours qui peut renvoyer quelque chose de dur, mais finalement c'est la réalité, parce qu'à un moment donné, je pense, à mon petit niveau, après à vous de confirmer ou pas, qu'on peut arriver au succès qu'en étant à un moment donné strict dans ce qu'on fait. Pour arriver au succès, faut pas se faire manger. Alors on arrive sur les dernières questions, question un petit peu opposée à celle que je viens de vous poser. Quelles ont été les plus belles expériences que vous avez eues avec l'immobilier? Qu'est-ce que vous avez retiré de plus positif durant votre parcours? Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, une jolie expérience qui n'est rien du tout, mais qui signifie beaucoup quelquefois. Un jour, un locataire est parti et j'ai trouvé au milieu de la pièce une bouteille de champagne qui était posée. C'est sympathique. J'ai reçu un message dernièrement d'un locataire également qui m'a dit « Monsieur Grimm, bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je m'appelle Mademoiselle, je ne sais pas son nom. Vous m'aviez logé alors que je n'avais pratiquement pas de revenus. Vous m'aviez dit à l'époque je vais vous rendre ce service. Et grâce à vous, aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. J'ai un appartement que j'ai acheté, je suis mère de famille, je suis marié, etc. C'est aussi grâce à vous parce que vous m'avez mis le pied à l'étrier. » Eh bien, des réflexions comme ça quand elle le reçoit, ce sont de bonnes expériences. Ça fait plaisir. C'est bien, ça permet de voir les deux côtés, les mauvaises expériences et les côtés plus positifs. Et ça permet de... Alors maintenant, il y a des expériences financières, naturellement, où il y est arrivé des histoires complètement incroyables. Par exemple, un jour, je m'étais dit, je vais faire tous les gens qui sortent les poubelles le matin pour leur demander s'il n'y a pas des immeubles à vendre dans le coin. D'accord. Je tombe sur une personne qui sortait sa poubelle. Je lui dis, bonjour monsieur, j'y vais au culot, je lui dis, c'est cet immeuble-là qui est à vendre? Le gars me répond, oui monsieur. Oh, il y avait 40 appartements dedans. Je dis, c'est incroyable. Je me dis, bon, on m'avait dit qu'il y en avait un à vendre, mais j'aurais bien savoir si vous saviez qui est le propriétaire. Et la personne me répond, vous l'avez en face de vous. C'était le propriétaire qui sortait ses poubelles. D'accord. Il m'invite à boire un café et il me le dit, je vais parler chiffres. Ben voilà, je lui dis combien vous voulez le vendre, il me dit 2 millions d'euros à l'époque. Je lui dis, écoutez monsieur, ça fait cher pour moi, mais par contre ce que je peux vous proposer, c'est vous payer avec l'argent que j'ai. Au-dessus, je ne pourrais pas. Et j'avais calculé que je pouvais emprunter 1,7 million. Et je lui dis, voilà, je peux vous proposer, mais direct, 1,7 million d'euros. Il m'a regardé, il y a eu un grand silence. Et tout à coup, il m'a dit, c'est d'accord. Il m'a tendu la main. Ça a été une parole, une signature, avec une poignée de main. C'est un immeuble, je l'ai entièrement rénové, entièrement revalorisé, et je l'ai vendu 10 ans plus tard, 4 millions d'euros. Voilà, ça c'est une belle histoire également financière, qui est, je ne veux pas dire que c'est le coup de fusil, mais c'est une histoire humaine qui s'est passée entre un vendeur et un acheteur. Et moi j'aime ça. Une autre question par rapport à la bascule en fait, à partir du moment où vous avez senti que votre niveau de vie changeait. Est-ce que vous avez eu d'autres pensées dans la tête? Est-ce que vous avez cherché à diversifier? Est-ce que vous avez eu vraiment un niveau de vie qui a drastiquement changé? Quel a été ce point de bascule et comment vous avez géré à ce moment-là ce que vous aviez en tête? Ah oui, la réponse elle est oui, parce que à un certain moment, je me suis dit, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Ça peut être aussi dangereux, on ne sait jamais. C'est toujours mon côté un peu père pauvre, si vous avez lu les livres, oui, j'ai lu, père pauvre. Oui. Mon côté père pauvre fonctionnaire me dit sécurité, sécurité. Que faire? Il se trouve que la règle dans les investissements, c'est la règle d'un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers d'investissement solide de l'immobilier, un tiers de liquidité, un tiers d'œuvre d'art.
Donc je me suis dit ça va être compliqué d'avoir un tiers d'investissement, c'est-à-dire qu'il faudrait tout vendre, etc. Donc j'ai vendu un petit peu et l'argent que j'ai eu, en fait je l'ai utilisé pour acheter des choses qui me plaisaient dans la culture et dans les œuvres d'art. J'ai même parcouru le monde pour trouver des œuvres d'art, que ce soit en Amérique du Sud, de l'or des Incas, de l'Égypte, j'ai des sarcophages, que ce soit à l'Est du Sud-Est, dans des Bouddhas, au Japon, des armes japonaises, et des samouraïs entiers, des armures samouraïs. Et là, dernièrement, j'avais beaucoup investi en rachetant auprès de ventes spécialisées tous des effets de Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, c'est le bicentenaire et c'est l'heure pour moi. Je vais faire des expositions à New York, à Hong Kong, pour revendre à Londres la canne impériale de Napoléon. Si vous tapez mon nom sur internet, Gilles Grimm, Napoléon, vous trouverez facilement tous les objets, etc. De tout ce que j'ai investi. J'ai eu la chance d'acheter tous les brocarts du tombeau qu'il y avait dessus, ainsi que les drapeaux, les abeilles en or, etc. C'est moi qui possède tout ça. Et ça, c'est vraiment un vrai investissement culturel en même temps et argent. C'est-à-dire que je vais sans doute les revendre beaucoup plus cher que je les ai achetés, mais en attendant, j'aurais eu ces objets avec lesquels je vis avec à l'intérieur de chez moi. Et j'ai ouvert 2 galeries d'art également, où j'entrepose tous mes petits trésors que j'ai pu trouver. Et comme je suis un vrai travailleur, eh bien, le samedi dimanche, plutôt que de m'ennuyer, eh bien, je suis au Puce à Saint-Ouen, où tout le monde peut me voir. Et j'ai plein de fans qui viennent me visiter automatiquement et voir tous les objets que j'ai acquis au fur et à mesure de mes aventures dans le monde entier. Et c'est hyper sympa et moi ça me convient très bien. Quant à la partie liquide, j'ai un peu d'argent liquide que j'investis en bourse dans les laboratoires médicaux en ce moment par exemple, mais également sur des aides à la recherche, les gens qui sont aveugles, etc. Je trouve ça utile aussi. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo, donc encore un grand merci à vous pour m'avoir accordé cette interview. Je le répète, c'est pour ça que je pense qu'à travers la caméra, vous allez voir que j'ai un peu d'émotion parce que c'est quand même une sommité. C'est vraiment, comme je le disais, je vous ai rencontré à travers un écran, donc le fait de voir quelqu'un en vrai, après tant d'années, parce que c'était au début des années 2000, ça fait bizarre, donc vraiment un grand merci à vous. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Vous nous avez partagé certaines anecdotes qui sont très très intéressantes. Je retiens en tout cas cette nécessité d'aller sur le terrain, de vraiment discuter avec les gens pour avoir des techniques de prospection qui sortent de l'ordinaire d'aujourd'hui, de ce qu'on peut avoir avec Internet. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et si vous avez un petit mot de la fin à dire à toutes ces personnes qui regardent la vidéo. Eh bien, le petit mot de la fin, il est simple. Il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Merci. À bientôt.